Notre émission médicale vous est présentée en partenariat avec El Watan. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Allo-MJ. Bonjour et bienvenue d'ailleurs toujours à nos amis de lecteurs d'El Watan et bienvenue également aux internautes qui nous rejoignent depuis 2 semaines maintenant, les internautes via le site santémaghreb.com. Alors cette semaine, je suis particulièrement ravie, peut-être pas d'avoir été à l'initiative, mais en tout cas d'autoriser à 2 médecins psychiatres de se retrouver. J'ai le bonheur d'accueillir ce soir. Alors, on va commencer par celui qui sourit. À ma gauche, c'est le docteur Tayeb Ferhadji. Bonsoir docteur. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Et bon, vous êtes un habitué de l'émission. Tout à fait. Et grand bonheur d'accueillir. Alors, on se connaissait, on s'était croisés dans le cadre d'une mission organisée par l'association Solimed, docteur Mahmoud Boudaren. Bonsoir docteur. Bonjour. Comment Bonsoir. allez-vous? Ça va bien. Je suis heureux d'être à Paris. J'adore cette ville. Oui. Alors, vous imaginez bien le bonheur que j'ai à m'y promener. Et nous, celui de vous accueillir, parce que merci vraiment, je suis super contente que vous soyez là, que vous ayez trouvé du temps pour nous consacrer 1 heure Essegui. Et dans les sujets qu'on voulait aborder, je vous avais fait, il y avait force de propositions sur les thématiques qu'on pouvait aborder. Le temps, malheureusement, nous a un petit peu, le temps imparti nous a un petit peu court, donc on va consacrer, si vous le voulez bien, aujourd'hui, ce soir, 1 heure à la santé mentale, mais plus précisément en se basant sur votre livre qui est paru, je crois, l'année dernière, c'est ça, le stress entre bien-être et souffrance, parce que ça fait partie de vos préoccupations, que ce soit vous en tant que praticien en Algérie et docteur Ferhadji en tant que praticien, puisque vous êtes tous les deux psychiatres, effectivement, docteur Ferhadji exerçant ici en région parisienne. Alors, le stress, c'est quoi? C'est devenu vraiment un phénomène de santé publique, docteur Boudaren, que ce soit, on va profiter de votre expérience, de votre réflexion au travers de ce livre sur l'Algérie, et puis on demandera le soutien du docteur Ferhadji pour son expérience ici en France. Pourquoi on s'inquiète? Pourquoi il y a beaucoup d'écrits sur le stress? On a parlé il n'y a pas très longtemps du phénomène de burn-out, d'épuisement au travail. Est-ce que c'est vraiment effectivement une problématique qu'il faut prendre en considération? Oui, sans doute. Le stress est aussi... Je suis stressée d'ailleurs ce matin. Oui, le stress est aussi ancien que le monde. Hein. Ouais. Depuis que le monde est monde, les gens sont stressés. Sauf qu'aujourd'hui, on a le sentiment que les gens sont plus stressés. L'expriment plus ou c'est vraiment on est plus stressé qu'avant? Non, je ne crois pas qu'on soit plus stressé, mais disons que les gens l'expriment plus. Et puis il y a une quantité de savoir aujourd'hui qui fait que le lien entre le stress et la santé est établi. Oui. Voilà, il y a un savoir nouveau depuis Hans Selye, hein, qui est un médecin canadien d'origine des pays de l'Est, de Hongrie, je crois, qui a commencé vraiment à réfléchir là-dessus, à mettre au point un certain nombre de données biologiques et à faire le lien entre en fait l'esprit et le corps, comment l'esprit, le cerveau, détaché, qu'on dissociait jusqu'à présent. Voilà, comment l'environnement dialogue avec l'esprit et comment l'esprit dialogue avec le corps. Et donc, le lien est établi et on sait aujourd'hui que le stress peut rendre malade, à la fois sur le plan psychique, psychologique, donc on peut avoir des maladies nerveuses liées au stress, mais on peut avoir aussi des maladies somatiques liées au stress. Voilà. On sait comment ça se passe. Et quelques exemples de maladies somatiques, je crois que nos téléspectateurs reconnaîtront certaines. Les affections cardiovasculaires, elles sont beaucoup plus nombreuses aujourd'hui, du fait que justement la vie est un peu plus stressante, je dirais, et du fait aussi parce qu'il y a le stress psychologique, mais il y a aussi le stress physique, du fait aussi qu'on agresse notre organisme avec une alimentation riche, etc. Mais ça, on pourra peut-être développer ça plus tard. L'ulcère d'estomac aussi, c'est une affection qui aujourd'hui, on sait que le stress y est pour beaucoup. Certains cancers, notamment celui du côlon. Et puis, il y a les maladies nerveuses, l'angoisse, la dépression, etc. Qu'il faut prendre en considération. On va prendre dans quelques minutes l'avis du docteur Ferhadji, mais est-ce que dans votre livre, on a bien compris effectivement que ce phénomène prend une ampleur importante en Algérie et tout particulièrement en Kabylie, qui est la région où vous exercez.
on peut rattacher ce phénomène croissant à quoi particulièrement? À quels événements en particulier, si besoin était? Le stress, c'est la vie. Le stress, c'est la vie. Oui. Et la vie qu'on mène, c'est la vie qu'on mène qui fait qu'on est en bonne ou en mauvaise santé. Si on négocie bien avec les événements de la vie quotidienne, et alors on peut être en bonne santé. Si on négocie mal, on est en mauvaise santé. Et quand les problèmes de la vie sont trop importants, quand ils accablent l'individu, je vous prends un exemple tout simple, puisque c'est quelque chose qui est très parlant aujourd'hui en Algérie. Vous prenez un père de famille qui n'a pas de travail, qui a 5 ou 6 gosses, qui se lève le matin, il ne sait pas comment il va faire pour apporter de la nourriture à ses enfants, parce qu'il ne sait pas. La vie est une punition pour lui, c'est une humiliation. On ne peut pas imaginer un instant que cette personne peut sauvegarder sa santé. Ce n'est pas possible. Ou bien il fera un cancer du côlon, parce que tous les jours ça va être la même chose. Il va décharger du cortisol et il fera un jour ou l'autre un cancer du côlon. Ou bien il va faire un état dépressif. Il va se déprimer et il ira voir le psychiatre. Voilà. Et ça, c'est une situation qu'on peut multiplier à souhait aujourd'hui dans notre pays. La vie est difficile et la vie est pénible pour les personnes. Et parce que cette vie est pénible pour les personnes, la santé mentale notamment, est aussi mise en danger. Donc on n'échappe pas à des facteurs socio-économiques, entre autres environnementaux. Ah oui. Ouais. Ah oui. Je voudrais avoir la réflexion du docteur Ferraggi, si vous m'autorisez, parce que là on a la chance d'avoir le docteur Boudarène en tant que spécialiste en Algérie. Vous accueillez dans vos consultations comme ça des personnes originaires d'Afrique du Nord ou de l'Algérie tout particulièrement et qui éprouvent un peu ce même mal-être. Est-ce que c'est pardon, j'aurais dû commencer par ça. La notion pour vous du stress, est-ce qu'elle est différente de celle que vient de définir, de nous donner le docteur Boudarène, ou est-ce qu'elle est assez similaire? Non, elle n'est pas du tout différente, mais elle se décline, je dirais, sur plusieurs aspects. Moi, j'ai, je dirais, une double expérience du stress. C'est un peu trivial ce que je vais dire, une expérience ordinaire. Donc à ma consultation en région parisienne, et une expérience un peu moins ordinaire à travers mon expérience de l'humanitaire. Dans l'humanitaire, c'est essentiellement les situations de catastrophe, de guerre, de torture et tout ça. Donc c'est des aspects du stress qui peut-être se différencient un peu parce que c'est pas le même contexte. C'est plus voilà, voilà, dans les situations de guerre, de catastrophe, c'est plus important, ça prend toute la place. Alors que peut-être ce que j'appelle le stress ordinaire est plus difficile à gérer parce qu'en fait, tout le monde n'en a pas conscience, parce que ça participe du fonctionnement, là aussi ordinaire, de notre société d'aujourd'hui. Il y a effectivement, moi je suis très sensible à ce que disait Mahmoud, la question de la précarité. La question de la précarité, parce que malheureusement, on commence maintenant à connaître ça ici aussi. Oui. On a et c'est quelque chose qui va croître. On va être confronté de plus en plus à ça. Et puis, moi, j'ai une théorie qui me tient beaucoup à cœur par rapport à l'Algérie, comme je travaille sur les questions de l'exil, c'est la question des mutations socioculturelles. Moi, j'ai le sentiment, mais Mahmoud connaît ça sûrement mieux que moi parce que c'est lui qui travaille là-bas, j'ai le sentiment comme ça de loin que par exemple, les gens, parce que la société, avec le poids culturel, la société est organisée sur un mode groupal. Oui. Par exemple, notamment chez les femmes, on disait il est en svar, il m'a en svar, on attend, voilà. C'est de se contenir, de se taire, et la question de l'endurance, je dirais de l'endurance presque de la foi, un peu comme les anciens combattants. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? On observe des mutations socioculturelles très très importantes et très rapides, avec une dislocation de la structure traditionnelle de la famille, de la société. Du coup, les individus sont confrontés seuls à la question du stress et à la question du changement. Et même la société n'a pas le temps, parce que ça se fait tellement vite, de sécréter, de générer des mécanismes de compensation. Du coup, ça devient très très difficile. Et à côté de ça,
la société algérienne est en train de devenir comme les sociétés occidentales, dans le sens où il y a un développement de plus en plus important de ce que j'appelle l'individualisme. L'individualisme avec toutes ses implications. Donc, cette question, on aspire à plus de liberté, mais le corollaire de cette aspiration, c'est plus de solitude. Et la solitude, une des complications, une des difficultés de la solitude, je pense qu'on sera d'accord là-dessus, c'est aussi cette question du stress que les gens ont à gérer individuellement. Alors, je pose la question à tous les deux. Est-ce qu'il y a du bon stress et du mauvais stress? Parce qu'on parle de stress, on se dit sans arrêt, moi je dis je suis stressée, ou je ne le dis pas trop, ou je le montre, ou des fois ça nous échappe. Est-ce que le stress c'est un phénomène, et puis je vais poser ma question peut-être différemment, est-ce que le stress est finalement un phénomène normal? Est-ce qu'à un moment ou à un autre on est tous amenés à passer par ce phénomène, par cet état comme ça de stress, face à, vous le disiez, face à une réaction impromptue, face à une situation comme ça qui s'installe dans le temps? Est-ce que c'est bon d'être de temps en temps stressé? Oui, alors là, ça dépend. Il y a des gens qui disent qu'il y a un bon stress. Oui. Pas plus loin qu'hier, je lisais un papier qui disait qu'il y avait effectivement un bon stress. En ce qui me concerne, je pense qu'il n'y a pas de bon stress. Oui. Le stress, ce sont des situations qui mettent à l'épreuve l'individu dans sa vie psychique, dans sa biologie. Et c'est la sommation. Chaque fois qu'il y a un événement qui vient mettre à l'épreuve l'individu, c'est une fragilisation. Mais ceci dit, dès lors que l'individu négocie bien, je le disais tout à l'heure, négocie bien l'événement, la situation nouvelle qui vient le déstabiliser en quelque sorte, il s'adapte bien, on reprend un équilibre. Mais ça fragilise, c'est des coups de boutoir qui font que la sommation peut donc à la longue, le stress n'est pas si bon que ça. Et puis, il y a effectivement des événements beaucoup plus graves qui peuvent être d'emblée un mauvais stress. Comme par exemple un traumatisme psychique, on a parlé, Taïba a parlé tout à l'heure du terrorisme, ou des catastrophes naturelles ou quoi. Il y a des événements hors du commun qui font que l'individu s'écroule tout de suite. Et on parle même, il y a un mot qu'on a découvert depuis quelques années, on parle même maintenant de syndrome post-traumatique, qui est un phénomène qu'on n'évoquait pas ou qui existait sans doute avant. Et tout à l'heure on en parle, parce qu'il y a effectivement, on va se retrouver dans des situations qui vont rappeler, faire ressurgir un stress, une situation difficile qu'on a vécue. Et ça, effectivement, auparavant, on n'était pas forcément particulièrement inquiété. Oui, alors là, peut-être que je peux en dire un mot. Je vous en prie, oui. Puisque nous, en Algérie, en tout cas jusqu'à il n'y a pas longtemps, jusqu'à l'épreuve du terrorisme, on ne savait pas. On ne savait pas ce qu'était le syndrome de stress post-traumatique, le PTSD, comme disent les Américains. C'est eux qui l'ont décrit pour la première fois, c'est les Américains avec même si d'anciens psychiatres, de vieux psychiatres avaient décrit la névrose de guerre, la névrose traumatique, etc., mais on ne faisait pas tellement le lien. Et ça semblait lointain aussi. Ça semblait lointain. Moi, j'en ai parlé longuement dans ce bouquin. Je vous invite d'ailleurs vraiment à le lire attentivement, parce que il est fort d'un certain nombre de réflexions, d'anecdotes, de situations comme ça précises dans lesquelles on va forcément se reconnaître à un moment ou à un autre. Voilà, donc je disais donc que dans nos études, quand on a fait notre formation de psychiatre, on ne nous a pas parlé de ça. On a commencé à être confronté à ce type de pathologie depuis le terrorisme, depuis le début des années 90. Mais au fond, quand on réfléchit bien et quand on s'interroge, parce que c'est ça, maintenant l'interrogation est devenue pressante, on se rend compte que même chez nos parents, ce traumatisme psychique-là a été marquant par la guerre d'Algérie. Donc, il suffit parfois d'interroger certains malades qui viennent nous voir à la consultation pour nous rendre compte qu'au fond, en fait, ils ont été traumatisés durant la guerre et ils ont présenté un état de stress post-traumatique. Qu'on n'a pas décelé. Qu'on a traité comme une dépression ou comme de l'angoisse, parce que c'est sur le plan de l'expression clinique, il y a une ça se ressemble. Ça se ressemble. L'état de stress post-traumatique, il y a de l'angoisse, il peut être déprimé, il y a une espèce d'anesthésie affective, l'individu n'a pas vraiment envie de vivre, il n'a pas de plaisir, il a de l'anédonie, comme on dit.
Et ça, on peut rencontrer ça dans un tableau de dépression banale. Mais l'épine irritative, ce qui a déclenché ça, et ce qui déclenche les rechutes ou quoi, c'est souvent quand l'individu est confronté à des situations, et le terrorisme, les années de terrorisme, a vraiment été quelque chose qui est révélateur, qui a révélé à la fois chez les nouveaux malades, qui ont été plus ou moins affectés par cette situation-là, mais ça a révélé aussi des pathologies qui existaient depuis la guerre d'Algérie, depuis l'indépendance, jusqu'à aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est de comparer un petit peu vos expériences et votre vécu. Ces traumatismes se révèlent comment? Déjà, qui ça touche? Est-ce que, par exemple, j'aime bien poser cette question, est-ce que les hommes et les femmes chez nous sont autant exposés, et puis comment ça se traduit? Est-ce que ça va de la simple dépression ou des petits syndromes comme ça dépressifs, mais ça peut prendre quoi comme proportion? Donc plusieurs questions. Qui ça touche? Quelles sont les réactions? Et puis surtout, ce qui va m'intéresser, mais c'est que le docteur Ferraggi connaît bien le principe de l'émission, est-ce qu'on peut en sortir? Parce que est-ce que ce n'est pas forcément un espèce d'engrenage dans lequel on est embarqué? Le fait de cette possibilité de répétition comme ça, qui ça touche? Vous qui constatez, vous dans vos consultations, puis d'ailleurs je voudrais, je fais beaucoup d'allers-retours, voir un petit peu quelle est la démarche en Algérie, en Kabylie en l'occurrence. Est-ce que les personnes, les patients viennent spontanément vous voir, ou c'est dans le cadre d'une prise en charge thérapeutique qu'on imposerait entre guillemets la consultation, le suivi psychiatrique? Comment ça se passe? Bon, les gens maintenant, ils viennent nous voir spontanément, le psychiatre. Les hommes, les femmes, les personnes d'un certain âge. Oui, hommes ou femmes, oui, bien sûr. Bon, il y a encore un peu de réticence, mais les réticences, entre le moment où je suis allé m'installer à Tizi Ouzou en 1990 et aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Maintenant, on vient pour même parfois, je vais dire des bricoles, c'est pas le terme qui convient. Mais voilà, mais on vient voir le psychiatre pour parler, pour s'exprimer, pour dire sa souffrance. Même quand la souffrance n'est pas, je vais dire, très importante. Donc on a accepté cette démarche. Oui, je pense que c'est intégré maintenant. Je pense que c'est intégré. Il y a encore des gens qui préfèrent aller voir plutôt le psychologue parce que c'est une souffrance soft. Mais quand on va voir le psychiatre, c'est la folie. Donc il y a encore un peu ça, mais c'est pas très. Ça a changé. Et merci d'ailleurs de rappeler, effectivement, vous faisiez le parallèle entre psychologue et psychiatre. On rappelle que seuls les psychiatres sont des médecins diplômés. Les psychologues n'ont pas une formation médicale, n'ont pas un diplôme de médecin à proprement parler. Donc, et vous disiez, malgré la difficulté, les gens se livrent facilement. Oui, alors les gens parlent plus facilement, ils s'expriment plus facilement, ils disent leur souffrance plus facilement. Et je crois que de ce point de vue-là, tu as parlé tout à l'heure des mutations socioculturelles. Je crois que c'est un des aspects positifs, je dirais, de ces mutations-là, c'est cette facilité, cette capacité à aller parler de sa souffrance, de ne pas la vivre seule dans son coin où on vase clos avec la famille qui à la limite fait un hold-up sur la souffrance de l'individu qui l'empêche de s'exprimer. Parce que souvent, mais si la famille est porteuse, dans les familles traditionnelles, si la famille est porteuse, c'est pas toujours bon. C'est pas toujours bon parce que ça emprisonne aussi la personne qui n'a plus l'initiative sur sa souffrance, sur sa maladie et qui ne peut plus en faire ce qu'il veut. Donc, c'est un des aspects positifs de la mutation, c'est ça, c'est je vais dire cet éclatement, pas éclatement, mais cette forme de démocratisation de la cellule, de la vie de la cellule familiale. Et ça a permis vraiment ça permet souvent de créer des liens entre le quotidien de l'individu et la souffrance. Et quand on fait des liens entre le quotidien, le vécu, au travail, dans la cellule familiale même, ou dans l'environnement, la ville, ou quoi, dans le quartier, surtout pour les femmes qui elles souffrent beaucoup de ce silence qui leur est imposé. Là, elles peuvent parler. Je pense que quand on fait les liens, on arrive vraiment à créer des situations où la guérison, le mouvement vers la guérison se fait plus facilement. Vous leur donnez en tout cas la possibilité de voilà. Et parfois, on peut créer un déclic qui fait qu'on n'a même plus besoin d'utiliser
des thérapeutiques chimiques ou quoi, que ce soit pour l'angoisse ou pour la dépression, pour les éléments de dépression. Vous avez abordé la question des recours thérapeutiques, on va y revenir dans quelques instants. Docteur Ferraggi, vous qui accueillez beaucoup en consultation de nos compatriotes, est-ce qu'ils expriment également leur souffrance? Parce que vous avez beaucoup de personnes immigrées, entre autres. Est-ce que la souffrance liée aux années de terrorisme ou liée à des mutations, effectivement, que vous abordez tout à l'heure, est-ce qu'elle s'exprime aussi facilement? Et comment vous recevez, comment vous accueillez les personnes en consultation? Ce sont des consultations individuelles, familiales? Il y a un schéma qui est plus ou moins... Je vais dire quelque chose qui va sûrement paraître paradoxal. Presque envie de dire que peut-être les choses sont plus faciles pour Mahmoud à Tizi que pour moi en région parisienne. La distance? Non, le rapport à la psychiatrie, aux soins et aux soins psychiques. C'est bizarre parce que j'aurais vraiment pensé le contraire. Mais oui, mais parce que une des raisons, notamment chez les migrants les plus âgés, parfois on les appelle ceux de la première génération et tout ça, et ben quand on parle avec eux, quand on s'occupe d'eux, on s'aperçoit de quoi? C'est qu'en fait leur mode de pensée, il s'est arrêté, il est resté sur le mode qui était le sien au moment du départ. C'est-à-dire si la personne est partie en 1968, elle avait 20 ans, et ben aujourd'hui on s'aperçoit que la représentation qu'il a, la psychiatrie, qu'il a du soin et tout ça, c'est celle qu'il avait au moment du départ. Alors qu'au pays, les choses ont changé, ont bougé et tout ça, comme il le décrit très bien. Du coup, on peut avoir plus de difficultés ici que là-bas. Hein. Là est tout le paradoxe, c'est quand on ne le sait pas, ça peut prêter à des malentendus. Et c'est aussi pour ça que, par exemple, notamment chez les femmes, beaucoup d'entre elles viennent très peu ou très tardivement en psychiatrie. On les retrouve plus dans des consultations de médecine générale, de rhumatologie, de bobologie, la fameuse bobologie où elle Non, c'est des vraies douleurs chroniques, c'est des vrais... Qui cachent autre chose. Voilà, en consultation somatique en fait. Souvent la rhumato quand elles sont un peu plus âgées, souvent l'hépatogastro, souvent voilà, parce que pour plein de raisons, parce qu'on considère que le langage du corps peut être compris plus facilement par la médecine technique, parce que la médecine occidentale, elle est d'abord technique, c'est comme ça. Et surtout, en plus, pour les migrants, c'est plus compliqué parce que il y a des choses qui ne sont soulagées que quand on peut les dire dans sa propre langue. Et le médecin qu'on va voir en France, on ne sait pas dans quelle langue lui parler. Et en fait, quand ce n'est pas sa langue maternelle, de fait, ça introduit une rupture entre les affects, les émotions, et puis les ressentis, ce qu'on va dire. Du coup, la langue devient un instrument de communication, mais pas du tout un instrument d'expression de la souffrance et des émotions. Ça aussi, quand on ne le sait pas, c'est très compliqué. Mais je voulais juste, pour terminer, profiter pour rendre hommage à Mahmoud, parce qu'il m'a appris quelque chose il y a plus de 25 ans, il a peut-être oublié lui, mais moi, je n'ai pas oublié. C'est qu'on n'est pas tous égaux devant le stress. On n'est pas tous égaux devant leur stress, on a des gens... C'est lié à quoi? Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est son histoire? Alors c'est une expérience que notre professeur commun nous a appris et que moi je vais reformuler à ma façon, c'est l'expérience de Lewis. L'expérience de Lewis. C'est pas Jerry Lewis. Non. C'est un psychologue américain qui a pris 3 vases. Un vase en verre, un autre en cire, un autre en bronze. Donc un mad بالنسبه لي 3 سبالين يوث المري يوث بوزال يوث نتالاخ d'accord non يوث التشماث la cire donc et on donne un coup de marteau sur chacun des 3 vases. Qu'est-ce qui va se passer? Le vase en cristal il va se briser, le vase en cire il va garder la trace du marteau, et le vase en bronze il va émettre un son et puis rien du tout. Les êtres humains confrontés à une situation de stress, c'est exactement pareil. Il y en a qui vont être complètement détruits, démolis par l'expérience de stress, l'expérience traumatique, et qui ne s'en remettront jamais. Il y en a qui vont garder un certain degré de handicap, mais qui vont quand même continuer à vivre plus ou moins bien. Et il y en a qui vont protester sur le moment, et puis qui après vont garder strictement aucune trace, aucune séquelle, et qui vont continuer leur vie tout à fait normalement. C'est dans ce sens-là qu'on n'est pas tous égaux devant le stress. Et chacun... on peut définir comme ça, pardon, je vous interromps, est-ce qu'on peut, en consultation ou comme ça, de visu, définir, imaginer quelle personne va être plus exposée? C'est lié à quoi? Est-ce qu'il y a un aspect, des facteurs familiaux? Est-ce que des maladies, d'autres pathologies peuvent accentuer ce stress? C'est quoi? C'est son vécu?
Oui, tu as bien dit. J'aime beaucoup cette métaphore représente bien effectivement la situation. C'est vrai qu'on est différents, heureusement. Vous imaginez la catastrophe que ça aurait fait en Algérie depuis 1990 avec le terrorisme si on n'était pas tous différents, justement, et s'il n'y avait pas des niveaux de résilience, des niveaux de résilience différents face à des événements de ce genre, et même face au tracas quotidien. Alors, pourquoi est-ce que les gens sont différents? C'est lié à leur histoire. C'est lié à leur histoire. Je vais schématiquement, c'est lié à leur histoire ancienne, c'est-à-dire à leur gène, de ce qu'ils ont apporté comme... Qui est du domaine de l'inconscient presque, non? Voilà, à la phylogénèse, je dirais, ce qui est venu de leur histoire ancienne. Il y a aussi les événements qui sont... ça dépend aussi de leur histoire récente. Est-ce qu'ils sont malades déjà? Est-ce qu'ils ne sont pas malades? Ça dépend de leur environnement familial. Est-ce qu'il est porteur? Est-ce qu'il n'est pas porteur? Le support social. Et puis, ça dépend de leur état psychologique actuel. Et tout ça fait qu'effectivement, on est plus ou moins résistant aux événements et qu'on arrive à avoir des mécanismes de coping, d'adaptation, efficaces ou pas. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez une personne qui a deux personnes qui font un accident de la circulation. Je pensais à ça. Merci d'aborder cette situation qui malheureusement fait des dégâts en Algérie, dont on ne mesure pas forcément toujours l'impact, mais c'est vrai qu'on n'en sort pas. On ne sort pas indemne dans tous les sens du terme. Ça laisse des séquelles également psychologiques. Moi, j'ai souvenir d'un monsieur qui a fait un accident de la circulation avec son camion, qui a eu un handicap physique. Il a été sa fracture a été mal réduite, donc il a fait un syndrome Volkmann. Sa main. Donc avec les conséquences sur sa profession. Alors dans cet accident-là, d'abord il y a eu le traumatisme de l'accident en soi. Il a perdu son fonds de commerce, son camion. Et il a perdu même, il ne pouvait même plus, sa capacité fonctionnelle. Sa capacité donc c'est vraiment ce qu'on appelle la double peine, ou en tout cas c'est vraiment... se pérennise comme ça. Alors, cette personne-là a fait un véritable syndrome de stress post-traumatique que je n'avais pas diagnostiqué. C'est a posteriori que je me suis dit, oh là là, il avait fait un syndrome de stress post-traumatique. Si vous prenez un autre, c'est un type, c'est un monsieur qui avait 8 ou 9 enfants, je crois, et qui n'avait rien d'autre que ça, que ce camion-là, rien d'autre. Il s'est effondré, cette personne s'est effondrée. Il l'exprimait comment à l'époque? Il le disait, il disait clairement, voilà, maintenant moi je suis un handicapé, je suis impropre à rien, je ne peux plus rien faire. C'est aussi peut-être que la société le renvoyait comme image aussi, non? Il y a une part de oui, mais il a été victimisé parce que la sécurité sociale n'a pas voulu le reconnaître dans son drame intérieur. Ils ont juste retenu son syndrome de Volkmann, ils lui ont donné une petite pension et puis. Mais si vous prenez une autre personne qui fait un accident de la circulation avec un camion aussi. Mais le camion, il en a 3 ou 4 à côté. L'impact est différent. Et puis, il a des économies. Il a peut-être 1 ou 2 enfants seulement. C'est différent. Le traumatisme psychique est moins important. C'est comme si vous preniez deux individus, un qui fait un accident de la circulation avec une voiture, une petite voiture qui n'a pas d'importance, une toute petite voiture qui ne coûte pas cher, mais il a fait un prêt pour l'acheter. Et vous prenez un autre qui roule en Rolls-Royce, un homme d'affaires qui a un jet et qui fait un accident avec sa Rolls-Royce, il n'en a rien à cirer. Voilà, c'est un peu ça, c'est-à-dire les conditions. Quand l'accident survient, tout dépend des conditions dans lesquelles est le sujet, au moment où l'accident survient. Et ça fait la différence. Voilà. Pourquoi il est important, et on évoque aujourd'hui le stress entre autres, pourquoi il est important de ne pas minimiser la prise en charge de ce qu'on va appeler maladie? Parce que ça peut prendre, quand on a évoqué la possibilité effectivement d'évolution vers la dépression, mais il y a
prend des proportions qui peuvent aller par exemple jusqu'à des drames comme les gens qui mettent fin à leur vie ou qui tentent de mettre fin à leur vie. Est-ce qu'on a noté une attitude, des chiffres croissants par rapport à ces tendances comme ça un petit peu plus violentes face à la dépression, face au stress en Kabylie? Est-ce que vous avez noté, vous, une montée en puissance ou c'est juste parce qu'on en parle un peu plus maintenant? Moi, j'ai une petite idée là-dessus. Peut-être que. Oui, on demandera voilà, peut-être qu'il pensera la même chose. Je ne sais pas. Peut-être qu'il pensera la même chose, mais les chiffres que nous avons en matière de suicide, puisqu'on parle de la wilaya de Tizi Ouzou, de la Kabylie, je vais parler de la wilaya de Tizi Ouzou parce que j'ai les chiffres. Oui. Même la wilaya de Béjaïa, mais ceux de Tizi Ouzou, je les ai en tête. Les chiffres, le taux de suicide a diminué depuis, je ne connais pas les taux au début des années 90, mais à la fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui, le taux de suicide a diminué. On l'attribue à quoi? Il a franchement diminué vers 2001, 2002, 2003. Alors que on aurait tendance à croire qu'il va augmenter. Voilà, tout à fait, ouais. Alors moi, je me demandais, c'est une théorie qui a déjà été évoquée par d'autres personnes, hein, je me demandais si le fait que la détresse et la souffrance de l'individu est engagée dans une espèce de mouvement, je ne sais pas si je peux dire d'humeur collective, est-ce qu'on n'a pas différé la souffrance personnelle pour Sans doute. Voilà, c'est-à-dire l'individu, comme il y a eu les émeutes de Kabylie 2001, etc., il y a eu tous ces événements-là, je me suis dit, peut-être qu'au fond, les gens, plutôt que de leur souffrance, ils l'ont oublié. Il y a une souffrance commune, il y a une démarche commune, c'est la révolte, l'émeute, etc. C'est un peu un passage à l'acte. C'est un passage à l'acte qui a différé le passage à l'acte suicidaire. Et cette situation a été décrite par, je n'ai plus en tête la personne, un psychiatre qui a dit qu'effectivement, en temps de guerre, quand il y a comme ça des événements importants, les taux de suicide diminuent. Voilà, je me demandais si ce n'était pas, si ça n'avait pas une relation. C'est quoi votre avis là-dessus, Dr Ferraggi? Non, mais c'est pour abonder dans ce sens. Moi, je connais cette question essentiellement via des études anthropologiques et sociologiques qui confirment tout à fait cette théorie, dans le sens où il y a une mise entre parenthèses oui, on peut dire de la souffrance personnelle, des problématiques personnelles au bénéfice de problématiques plus collectives, parce que ça peut être la guerre, ça peut être un engagement politique, ça peut être un conflit. Je vais prendre un exemple assez éloigné, mais qui est quand même assez représentatif, assez signifiant. Par exemple, en France, quand on parle beaucoup de plans sociaux, de licenciements et tout ça, eh bien, les entreprises où les salariés se mobilisent, eh bien, il y a moins de faits de violence que les personnes s'infligent, moins de suicides, alors que dans les autres entreprises, celles où on a plus parlé de suicide et tout ça, c'est celles où justement il n'y a pas de mobilisation collective des travailleurs avec une confrontation de manière isolée de chaque salarié avec ses problèmes personnels. D'ailleurs, on parle beaucoup dans les sociétés françaises, je ne sais pas pour les sociétés algériennes c'est le cas, mais en France, on développe depuis quelques années, effectivement, on fait de la prévention aux risques psychosociaux et ça participe sans doute effectivement du mieux-être des salariés. En Algérie, on parle un peu de ce type de risques psychosociaux ou pas, ou c'est encore un petit peu... Non, en Algérie, on est encore au stade où on part à l'urgence. Oui. On est sur le terrain, on a des problèmes, il faut les régler. On n'est pas dans une logique d'anticipation et de prévention. On est tellement accablé par le quotidien que souvent, en tout cas sur le plan national, il n'y a pas de réflexion de ce genre. Mais bon, les praticiens que nous sommes, nous sommes interpellés. On essaie de réfléchir, parfois on essaie d'en parler entre nous, et quelquefois dans les rencontres comme ça scientifiques, on évoque ce genre de problème. Mais les pouvoirs publics ont d'autres préoccupations et très souvent ils sont hermétiques à ce genre de discours. Ils sont parfois
étonnés, et d'autres fois ils sont même amusés, ils se disent est-ce que c'est pas de la provocation, est-ce que... Oui, parce que dans l'absolu, on aborde la problématique de la santé mentale, et comme c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours très palpable, effectivement, on a tendance à la reléguer à quelque chose de pas sérieux ou de secondaire qui peut attendre, ou qui, en tout cas qui n'est pas pris au sérieux. Non, c'est pas que... c'est pris au sérieux parce que les malades sont là. Oui. Ils sont, non, mais à votre niveau, oui, mais au niveau des autorités. Même les autorités, les malades sont là. Ils essayent de faire, mais vous savez, le problème de la santé dans notre pays, c'est la santé mentale. La santé en général et la santé mentale en particulier, nécessite une refondation. Il faut refonder le système de santé dans notre pays pour qu'on puisse vraiment regarder d'un peu plus près les défis qui sont posés à nous aujourd'hui. On est encore en train de fonctionner avec le système de la médecine gratuite qui avait répondu de manière efficace à un moment donné, mais qui aujourd'hui, à mon avis, est obsolète. Il faut absolument qu'on revoie les choses. Et la santé mentale, justement, est un des éléments qui nous interpelle, justement, pour aller vers cette refondation. On a des hôpitaux psychiatriques qui sont complètement délabrés, qui fonctionnent sur un mode asilaire. On n'a pas de... Les psychiatres essayent de faire des choses. Mais les pouvoirs publics restent autistes. C'est-à-dire ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas entendre ce qu'on leur dit. Ils écoutent, mais ils n'entendent pas ce qu'on leur dit. Je veux bien qu'on cite l'exemple des alternatives thérapeutiques, effectivement, en ce qui concerne la santé mentale sur la région de Tizi Ouzou. C'est quoi? Quelles sont les structures qui existent? On les connaît. Il y a l'hôpital de Oued Aïssi, c'est ça? Écoutez, on a perdu des lits à Tizi Ouzou. On avait un service de psychiatrie à l'hôpital général. D'accord. Il a été fermé parce que les psychiatres qui travaillaient là ont laissé faire. Oui. Il y a l'hématologie, le service d'hématologie est venu squatter le service de psychiatrie et ils ont chassé les malades de là. Aujourd'hui, on avait 35 ou 40 lits. Aujourd'hui, il y a 10 lits de psychiatrie dans un endroit à côté de la morgue, dans un endroit où il n'y a même pas de fenêtre. C'est un local où il n'y a même pas de fenêtre. On a mis les malades mentaux là-bas. On les a rejetés. Et à l'hôpital psychiatrique de Oued Aïssi, il faut aller là-bas pour voir. Les malades vivent dans des conditions, sont pris en charge dans des conditions. Les médecins aussi travaillent dans des conditions franchement difficiles. Et ça, encore une fois, il faudrait refonder le système de santé dans notre pays. Et je suis sûr que si on va vers cette démarche-là, la psychiatrie pourra en bénéficier. Parce que c'est un problème de moyens. Il faut savoir ce qu'on veut faire et il faut mettre les moyens. Voilà. Question de définition. Et on sait ce qu'il faut faire. Oui. Vous le savez, en plus c'est une question de définition, parce pour l'avoir abordé dans d'autres émissions avec le docteur Ferraggi, effectivement, on a tendance à mettre sous l'appellation maladie mentale tout et n'importe quoi. On a abordé, et j'ai appris beaucoup de choses d'ailleurs sur une émission qu'on a fait autour de la schizophrénie, qu'on voit même dans les médias comme une maladie effectivement qui fait peur. Enfin, donc tout est une question de moyens, de décisions politiques aussi. Oui, bien sûr. Mais alors, quelles sont les alternatives? On fera le point peut-être avec le docteur Ferraggi. Quelles sont vos alternatives alternatives thérapeutiques? Grosso modo, vous êtes face à une personne malade. On a évoqué l'hospitalisation, mais est-ce que j'imagine que ce ne sont pas les recommandations, les préconisations que vous faites systématiquement? Non. Quand on peut, par bonheur, encore aujourd'hui, les familles, le niveau de tolérance des familles est encore suffisamment élevé. Le permet encore. Voilà, les familles continuent quand même, pour la plupart, à être tolérantes et à prendre en charge, à accompagner le malade dans sa maladie, à s'occuper de lui correctement, etc. À tout point de vue. Donc, on n'est pas toujours obligé d'hospitaliser le malade. Mais en matière d'alternatives thérapeutiques, la seule chose que nous avons, c'est les médicaments. Toutes les autres possibilités d'accompagnement thérapeutique de pathologies, comme les pathologies, la schizophrénie, on n'a pas. On n'a pas de... Même à l'hôpital psychiatrique de Oued Aïssi, ou même ailleurs, dans les autres hôpitaux psychiatriques, il y a de l'ergothérapie, et tout, mais c'est pas... Je veux dire, c'est pas... La prise en charge multidisciplinaire n'est pas... Non, il n'y a pas... non, il n'est pas assuré du tout. Non, pas du tout. Mais ça, encore une fois, c'est un problème, de décision, de décision politique. Il faut donner les moyens
aux personnes de travailler. Il faut dire, le malade mental a besoin, il faut évaluer, évaluer ses besoins, il faut les hiérarchiser, il faut les évaluer sur le plan financier, le coût, qu'est-ce que ça va coûter, et l'État doit mettre l'argent qu'il faut. Ou bien l'État doit mettre l'argent qu'il faut si la médecine est toujours gratuite, ou bien la sécurité sociale doit mettre la main à la poche et payer. C'est-à-dire il faut que la situation soit clarifiée. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. On ne sait pas quel est le rôle de la sécurité sociale, on ne sait pas quel est le rôle de l'État dans le financement de ce type de... Et ça, c'est une... Déjà, les médicaments coûtent très cher. J'allais vous demander déjà dans la classification, dans le type de médicaments que vous avez à disposition, effectivement, est-ce qu'à votre connaissance, il y a... Nous avons tout. Nous avons toutes les molécules possibles et imaginables, nous les avons maintenant en Algérie. Mais elles coûtent excessivement cher. Donc, problème d'observance. Voilà, problème d'observance thérapeutique. Quand même, il faut reconnaître l'État algérien, parce que ce type de maladie génère un handicap important. Les médecins, nous avons la possibilité de dire que telle personne est handicapée, donc elle accède à la sécurité sociale, au tiers payant, etc. Donc, le malade peut obtenir les médicaments sans les payer. Mais beaucoup de malades ne font pas cette démarche. Et souvent, il y a des ruptures thérapeutiques. Non, le travail du psychiatre dans notre pays est très difficile, et très pénible. Ça mérite Moi, je vis ça souvent comme... j'ai vécu ça depuis le temps, quand même. Ça fait 30 ans que je suis psychiatre. Je vis ça, j'ai vécu ces périodes-là jusqu'à aujourd'hui. Avec beaucoup de... un peu comme une punition. Pas parce que j'ai affaire aux malades, mais parce que je suis limité dans mes possibilités thérapeutiques. Voilà, et ça, on reste avec une espèce d'amertume comme ça en permanence. C'est un gros stress. Voilà, on parle de stress, puisqu'on on évoquait effectivement, il y a une profession... telles que les professions médicales ne sont pas à l'abri de ces problèmes de stress. Alors je voudrais rester sur les prescriptions médicales. Vous disiez effectivement être en mesure d'avoir suffisamment de molécules que vous pouvez prescrire. Mais est-ce que vous avez l'impression que depuis quelques années, on prescrit plus de psychotropes, ce type de médicaments en Algérie? Je pose cette question et puis on verra la situation en France. Oui, enfin, je pense que ce n'est pas comparable avec la consommation de psychotropes. C'est en tout cas pas une situation de facilité à laquelle vous avez recours. Vous ne prescrivez pas systématiquement C'est souvent le seul recours, notamment dans les pathologies les plus graves. Les plus graves, oui, parce qu'on a compris les dépressions graves, les troubles bipolaires, les psychoses comme la schizophrénie ou quoi. Les médicaments, c'est la première chose qu'on utilise parce que il faut créer un climat quand même qui rend possible la communication ou l'accompagnement thérapeutique, une alternative. Mais quand on peut impliquer la famille, parce que souvent les troubles psychiques que nous rencontrons en lien avec l'environnement familial, même si ce n'est que amener la famille à regarder, à avoir un regard neuf ou un regard différent sur le malade. Parce que souvent, certaines maladies ne sont pas acceptées. Autant les maladies les plus graves comme la psychose schizophrénique est acceptée, autant certaines maladies comme la dépression n'est pas acceptée. Quand quelqu'un se déprime, il est triste, il pleure et tout ça, les parents lui disent qu'est-ce qu'il a? Il a tout, il lui manque rien, il a tout. Il lui manque rien. Alors ça, il faut vraiment faire un travail vers la famille pour qu'il puisse... Qu'est-ce qu'on met sous il lui manque rien? Il manque rien. Pourquoi il pleure? Même, pas seulement la famille, même les voisins, les camarades de travail, les collègues. Cette fille-là, c'est jeune, comment? Elle a tout, elle a un mari, elle a des enfants beaux, ses parents sont riches, mais elle n'est pas bien. C'est jeune, voilà. C'est-à-dire... et donc, il y a effectivement... Parfois, encore faut-il que le psychiatre ait cette sensibilité-là, pense comme ça, et la formation nécessaire pour aborder ce type de travail, ce qui n'est pas toujours le cas. Parce que, encore une fois, j'en parlais tout à l'heure avec Taïeb, il y a des formations qui, nous, on a été formés dans le tas. Enfin, nous, on a eu la chance d'être bien formés. Oui, vous aviez une référence, effectivement. Mais les psychiatres sont formés, ils ont un diplôme de psychiatre, mais ils n'ont pas toutes les formations alternatives, thérapie systémique, thérapie familiale, techniques comportementales, enfin la psychanalyse, tous ces trucs-là.
On n'a pas tous ces trucs-là, on n'a pas été formé à ce genre de choses. Donc quand on a fini notre module notre formation de psychiatre, on est confronté aux malades, on est plongé là-dedans et puis voilà. Les situations précises qui vous forment. Aujourd'hui, si quand même, toutes ces formations-là existent, elles se font. Elles se font en Algérie? Oui, elles se font en Algérie. Chez Raga, à l'hôpital de chez Raga, le professeur Kacha organise ce type. Ils font même des séminaires annuels pour ce genre de... Donc, les choses évoluent, sont mieux en tout cas qu'avant. Voilà. Alors, merci, Dr Boudarel. Dr Ferhadji. Moi, je voulais juste... Je vous en prie, merci d'être là en tant que témoin. Oui, mais j'écoutais Mahmoud et puis je me disais que ce que j'entends de ce qu'il dit, il nous explique en fait comment le degré d'évolution d'un pays ne peut être évalué qu'à l'aune de son système de santé. Parce que c'est vraiment le meilleur marqueur, le système de santé, pour voir si un pays est développé ou pas, son degré de développement. Mais dans le système de santé lui-même, c'est la psychiatrie qui est le meilleur révélateur, notamment parce que c'est la spécialité la plus fragile, entre autres, mais pas uniquement. Mais c'est aussi parce que c'est une spécialité qui est au carrefour du médical, du social et du politique. Là, aujourd'hui, on parle du stress. Je pense pour ma part que si les pouvoirs publics ne font pas ou ont du mal à s'engager dans un certain nombre de politiques qui auraient des résultats positifs, c'est aussi en raison des implications politiques. Parce que parler de ces questions-là, c'est aussi parler de ce qui ne va pas dans la société. Donc il faut un vrai courage politique pour prendre les bonnes décisions, pour aller dans le bon sens. Et c'est pour ça qu'après, c'est soit les professionnels, soit les familles qui se retrouvent seules et qui sont obligées de bricoler pour pouvoir un peu améliorer le quotidien et des patients et des familles. Et c'est peut-être là toute la difficulté. Moi, je suis très touché quand j'entends un aîné me dire qu'il a de l'amertume après 30 ans. Je veux dire, parce que c'est aussi, faire ce métier-là, je dis très sincèrement, c'est aussi un acte de militantisme. Et même en tant que vieux militant, c'est important de garder ses illusions et puis c'est important aussi pour ceux qui viennent après. Bien sûr. Moi, ça me touche beaucoup. Et effectivement, pour les structures alternatives, un exemple très très simple. Par exemple, je me demande, je ne crois pas, à ma connaissance, il n'y en a pas, par exemple, la question de ce qu'on appelle ici les hôpitaux de jour. C'est des endroits où les patients peuvent venir, ils viennent le matin vers 9h, 9h30, ils passent la journée, ils partent chez eux à 16h. Et dans la journée, ils ont des activités, ils ont leur traitement, ils peuvent avoir des évaluations psychologiques, ils peuvent faire des choses comme ça. Ça manque cruellement. Moi, je pense à toutes les familles qui ont des enfants en difficulté. Parce que la question de la pédopsie, elle est fondamentale. Et pour moi, tout est encore à faire, en Kabylie comme ailleurs. Donc, c'est vraiment des problèmes qu'il faut prendre à bras-le-corps parce que c'est les citoyens de demain, les enfants. Donc si on ne se soucie pas aujourd'hui, c'est vraiment une vraie responsabilité et des politiques, mais aussi de chaque citoyen, de faire en sorte qu'il y ait des structures, parce que moi j'ai quand même le sentiment qu'aujourd'hui l'Algérie a les moyens. Je dis ça, voilà. Elle a les moyens de mener ce type de politique. Donc j'espère que ça va se faire parce que c'est ce qui va déterminer l'avenir des petits Algériens et de l'Algérie de manière générale. Vous évoquiez, merci, là c'est votre côté pédopsychiatre qui évoquait les hôpitaux de jour, les structures entre autres d'accueil pour destinées aux enfants. Mais on oublie aussi qu'en Algérie, il y a un phénomène similaire à ce qui se passe en France, qui est en train de se produire, c'est le vieillissement de la population, avec effectivement également une prise en charge de maladies, de pathologies telles que les démences séniles ou Alzheimer. Et effectivement, qu'est-ce qu'on va proposer? Là, on est complètement concerné. Qu'est-ce qu'on a comme alternative, comme solution à proposer aux familles, sachant que les structures, la cellule familiale, même en Algérie, évolue et qu'elle n'est plus du tout là. Vous disiez effectivement, la famille peut encore prendre en charge
le malade, mais que va-t-on faire de nos personnes, de nos ancêtres, de nos aïeux qui vieillissent, qui avancent en âge, dont l'espérance de vie effectivement grandit et qui vont, on le sait pour partie, effectivement être à un moment ou à un autre affectés par ces types de maladies dégénératives. On a quoi comme structure ? On va envoyer ces personnes en... Pardon, je pose la question, on va les envoyer en hôpital psychiatrique? Non, mais c'est une question qui s'est... On va les laisser livrer à elles-mêmes? C'est une question qui s'est posée, effectivement, parce qu'il se trouve que il y a 2 ans, il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale pour apporter une assistance aux personnes âgées à partir de 65 ans. Et à la commission santé et affaires sociales, la commission à laquelle j'appartenais, j'étais un de ceux qui avait posé le problème justement des services, est-ce qu'il faut faire des services de gériatrie, parce que plus effectivement l'espérance de vie augmente en Algérie, donc effectivement on va avoir, plus les gens vieillissent, plus l'incidence ou la prévalence de l'Alzheimer va augmenter. Sans parler d'Alzheimer, la perte d'autonomie, toutes ces choses tous les problèmes de dépendance des personnes âgées, et puis les pathologies. Et ça va coûter cher. Ça va coûter cher parce que ça va être un surcoût pour les pouvoirs publics. Eh bien, les pouvoirs publics n'ont pas pensé à ça. Ils ont juste pensé à faire une loi qui donne une petite pension aux personnes âgées pour aider. Et même là, ils ont été chiches parce qu'ils ont dit ils ont été d'accord. Au début, ils proposaient la moitié du SMIC. Et puis, on s'est battu. Moi, j'avais demandé le SMIC. Et puis, d'autres, comme moi, des médecins aussi, ont demandé le SMIC. Mais finalement, ils sont tombés sur 3/4 du SMIC. Donc, on va leur donner 3/4. Mais le SMIC, déjà en Algérie, ça ne signifie rien en termes de pouvoir d'achat. Alors, 3/4 du SMIC à donner à une personne âgée pour survivre, moi, je pense que c'est une véritable humiliation. Alors, pour ce qui est vraiment de la prise en charge de tout le problème de la dépendance et des pathologies liées à la vieillesse, parce qu'elles vont être nombreuses, on n'y pense pas encore. Alors, j'en profite pour dire que l'université Mouloud Mamri, le département, la faculté des sciences sociales, de psychologie des sciences sociales, organise le 4, le 5 et le 6 décembre un séminaire international justement sur maladie d'Alzheimer, vieillesse et dépendance. Très bien. Si vous voulez le couvrir, ce sera une excellente chose. Et justement, on va réfléchir un peu à tout ça, en espérant que j'y suis invité, puisque je vais parler de cette loi-là, je vais essayer de parler un peu de ce que prévoit le pays pour ça. Et voilà, peut-être que ça va faire éveiller peut-être les consciences et peut-être que les pouvoirs publics vont enfin réfléchir à mettre en place des structures de gériatrie, on peut les appeler comme on veut, parce qu'il me semble dans les hôpitaux ou à l'extérieur des hôpitaux, ça c'est à réfléchir. Parce qu'il me semble, arrêtez-moi si je dis des bêtises, que la spécialité de la gériatrie n'est pas reconnue officiellement comme une spécialité en Algérie. En Algérie, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Il n'y a pas de spécialité gériatrie. Ça n'existe pas. Voilà. Et pour en revenir à ce que disait Tayeb, moi je crois que les psychiatres, nous sommes condamnés à être des vigiles sociaux. Je veux dire, on est parce que justement la maladie mentale, c'est celle qui est le plus, qui est à l'orée ou qui est l'interface entre la société et la médecine. On voit effectivement, moi je suis convaincu que la faillite d'une société se manifeste justement par sa capacité et sa volonté à limiter les dégâts en matière de pathologie mentale. En tout cas, c'est ce qui est le plus visible. Et c'est un peu ça qui m'a amené à faire de la politique et à dire que l'action politique, à parler d'action politique en Algérie, mais en précisant que c'est le regard du psychiatre. Parce que tous les textes qu'il y a ici, qui ont été publiés dans des revues, dans la presse nationale, en fait, ce sont les réflexes, c'est le regard du psychiatre sur la vie politique et sociale. Et j'ai la conviction que la décision politique est fondamentale, pas seulement dans la prise en charge de la santé, des problèmes liés à la santé, mais aussi est fondamentale dans la survenue, dans la construction du bien-être du sujet et dans la sauvegarde de sa santé.
Or, il se trouve que l'action politique en Algérie, elle chemine dans le sens inverse. Ouais. Je veux dire, les pouvoirs publics ne sont pas... Il y a un pays qui s'appelle le Bhoutan, je ne sais pas si vous le connaissez. Oui. Enfin, alors, ce pays-là, le roi, avant d'abdiquer, au profit de son fils, a décidé, plutôt que de parler du produit intérieur brut, du produit national brut, de parler du bonheur national brut. Tiens. Et ils ont décidé, dans ce pays-là, d'évaluer la santé du pays au regard de la santé de l'individu, du bien-être de l'individu, du bonheur de l'individu. Oui. Et je crois qu'un pays, des pouvoirs publics qui ne sont pas en mesure de construire le bien-être et le bonheur de leur... en tout cas, au moins de donner l'initiative au citoyen sur son destin. Que le citoyen participe à la construction de son destin. Si les pouvoirs publics ne sont pas capables de faire ça, eh bien, ils sont en faillite. Et je crois qu'en Algérie, nous ne sommes pas dans cet état d'esprit. Voilà. Bon, on va espérer, en tout cas aujourd'hui, peut-être pas avoir poussé un coup de gueule, mais avoir tiré la sonnette d'alarme une fois de plus. J'espère qu'on aura vraiment l'occasion de refaire ce type d'émission ensemble. Je vous remercie vraiment, parce que malheureusement, l'heure s'est déjà écoulée. J'espère qu'on aura vraiment l'occasion de vous recevoir bientôt, d'aller vous voir à Tizi Ouzou. Et puis vraisemblablement, j'ai cru comprendre qu'il y a des projets de collaboration qui se profilent pour tous les deux. En tout cas, écoutez, je voulais vraiment vous remercier. Vous laissez peut-être un petit mot pour conclure, Dr Boudarem. Lire vos livres, dont on va remettre les références. Allez vous voir prochainement. Et puis, voilà, ce qui est important dans le message, c'est de ne pas rester, d'aller consulter quand on a un mal de vivre, d'aller voir le psychiatre, d'aller... Oui, moi je crois qu'il faut oublier, il faut mettre de côté l'idée que le psychiatre, c'est seulement la folie. Oui. Il faut aller voir le psychiatre chaque fois qu'on a de la souffrance. Parce que quand on peut parler, on peut mettre des mots, on peut dire sa souffrance, on a plus de chances de rester en bonne santé. Et de sauvegarder sa santé, que ce soit la santé physique d'ailleurs ou même la santé mentale. Donc il faut vraiment que les gens n'aient pas peur d'aller voir le psychiatre. Moi, si tous les psychiatres étaient comme vous, le docteur Ferraggi, je consulte tous les jours. Non, ça c'était une plaisanterie, c'est pour faire sourire le docteur Ferraggi. Docteur Ferraggi, merci pour votre témoignage. Vraiment, j'espère qu'on aura une prochaine occasion d'aborder, entre autres, par exemple, si vous êtes d'accord, la vision du fou dans nos sociétés occidentales ou orientales. Et puis, je vais donner rendez-vous aux téléspectateurs la semaine prochaine avec une nouvelle thématique. Et vous connaissez, enfin, vous ne connaissez pas les habitudes, mais Dr Ferraggi connaît bien, de faire un petit coucou à nos familles respectives, à nos villages ou villes d'origine. Docteur Boudarem, moi je vous connais de Tizi Ouzou, mais d'où êtes-vous originaire? C'est une longue histoire. Moi je suis d'un village qui s'appelle Tagmoutazouz, qui est un magnifique village. Je fais un coucou... Vous avez la caméra qui est juste là. Je fais un coucou à tous ceux qui me regardent de ce village-là. Mais Tizi Ouzou, c'est ma ville adoptive aussi. J'y ai grandi, j'ai fait le lycée là-bas, je connais beaucoup de gens. Et la Kabylie, la wilaya Tizi Ouzou, la Kabylie, les gens me connaissent beaucoup puisque vous êtes un personnage public, j'y suis depuis 30 ans et je soigne plein de gens là-bas, alors je les salue tous. Je leur fais un petit coucou à tous. Merci. Docteur Ferraggi, je vais pas vous dire de passer le bonjour à Itoissif. Non. Comme l'expression consacrée, c'est le Mahfl di Mawlan. Et en particulier, il y a parce que là, voilà, c'est mort semaine il y a une bourgaise حمل عطاطا اسمه العريبين تاكسم توثيس parce que il m'a fait promettre de lui passer le bonjour. Donc l'Aribin m'a tsoalid atslima flex slam dam qan kishiniya akuwi kitsiri. J'adore comme vous parlez kabyle. Et puis on va j'aurais pu le faire aussi, hein. Oui. C'est pour vous taquiner. Et puis on va saluer. Je vais embrasser ma petite maman comme d'habitude, et puis on va saluer quelqu'un des gens qu'on connaît tous les deux maintenant. Qu'on connaît tous les deux maintenant. Moi plus particulièrement parce qu'ils sont proches et ça fera sans doute partie de. Et je reviendrai le voir. Voilà, il se sera reconnu. C'est mon beau-frère Moustapha El Keshaï que j'embrasse très très fort, et bien évidemment ma grande sœur Louisa. Allez, restez fidèles au programme de Berbère Télévision. On va se retrouver en bonne santé la semaine prochaine, et d'ici là, restez sur l'antenne. Je vous souhaite une bonne soirée, à la semaine prochaine.
Votre émission médicale vous a été présentée en partenariat avec El Watan.